Bah bravo! On a fait un record de vues sur la dernière vidéo d'horreur. Plus de 22 000 vues à l'heure où je vous parle. Et c'est juste incroyable, je voulais 22 000 fois en fait vous remercier pour ça. Du coup, tous ceux qui ont laissé un j'aime et qui se sont abonnés pour voir la prochaine, vous ne serez pas déçus puisqu'elle sort maintenant. Donc voilà, si jamais vous voulez une troisième vidéo horreur de ce type où je raconte les histoires d'horreur qui vous sont arrivées, et c'est ça la petite nuance par rapport aux threads d'horreur qu'on peut voir un peu partout, c'est là vraiment je prends des histoires d'horreur qui sont arrivées à mes abonnés, à vous, et c'est ce que je trouve qui est super authentique et c'est super cool. Donc si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à la liker. Si je vois qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ce concept avec beaucoup de likes, évidemment je ferai une partie 3. J'ai reçu sur mon Instagram qui s'affiche quelque part sur l'écran plus de 100 histoires d'horreur. Vous êtes incroyablement dingue et ce qui vous est arrivé l'est encore plus en réalité. Ça fait environ honnêtement une semaine que j'ai beaucoup de mal à dormir parce que ça fait une semaine que je trie tous les messages pour sélectionner 3 histoires d'horreur pour vous les faire pour cette vidéo et je les ai trouvées et on part tout de suite avec la première histoire d'horreur que l'on nommera « Que voulait-il » Donc déjà, il faut savoir que j'ai reçu énormément de messages, mais dans 90% des messages, et ce que je peux totalement comprendre, vous voulez rester anonyme. Du coup, je donnerai pas de blaze et on inventera des blazes. Pour cette histoire d'horreur, on appellera la fille, donc le personnage principal, la personne, l'abonné qui m'a envoyé ça dans mes DM Instagram, on va l'appeler Sophie, histoire de garder son anonymat comme elle me l'a demandé, et je respecte totalement ça d'ailleurs. Sophie nous explique qu'elle a 19 ans et qu'elle entre à la fac cette année. Cette histoire s'est passée il y a 2 ans de ça. Elle a donc quitté la maison familiale de son frère et de ses 2 parents afin de s'installer dans sa nouvelle ville et de commencer entre guillemets sa nouvelle vie et ses études dans cette nouvelle fac où elle ne connaît personne et rien. Et il y a justement quelque chose qui est prévu entre guillemets pour ça dans les facs, c'est ce qu'on appelle les BDE entre autres. C'est tout simplement le bureau des élèves. Il sert à organiser une petite vie dans le campus, il sert à plein de choses, mais principalement ce qui intéresse le plus les étudiants, c'est les soirées qu'organisent ces fameux BDE. Sophie nous explique qu'elle est invitée à une soirée organisée par ce BDE afin que les premières années rencontrent des deuxièmes, troisième années ou même d'autres premières années afin de faire des rencontres et donc ne plus être seule sur le campus. Parce que c'est vrai que quand tu arrives dans un nouvel établissement, pour ceux qui l'ont vécu le savent très bien, tu te retrouves tout seul et tu as un peu de mal à te faire des amis parfois et c'est pas toujours super cool. Et du coup, ces fameuses soirées permettent de créer des relations amicales ou autres. Donc Sophie se prépare ce soir-là, c'était un jeudi soir comme la plupart des soirées étudiantes. Elle se trouve dans son appartement étudiant au premier étage, elle se prépare, se maquille, se fait belle tout simplement pour se rendre à cette soirée. Il est 21h passé, elle se rend à la fameuse soirée en question. Au moment où elle arrive à cette soirée, énormément de monde, plusieurs groupes, plusieurs personnes, mais elle est toute seule. Elle continue à faire la queue et se retrouve devant les fameux videurs. C'est vrai qu'avant de rentrer dans certaines soirées, il y a des videurs afin de s'occuper de la sécurité, de voir que tout le monde peut bien rentrer. Et si t'es pas invité à la soirée, tu peux théoriquement pas rentrer. Mais ce que ne savait pas Sophie, c'est que si elle était invitée, elle devait aller récupérer sa place à ce fameux bureau des élèves et donc récupérer un fameux bracelet. Or, comme Sophie ne savait rien du tout de tout cela, parce qu'elle nous explique qu'elle ne connaît rien et qu'elle vient d'arriver dans cette ville et même dans cette fac, elle se retrouve devant le videur sans bracelet et le videur lui dit tout simplement qu'elle va pas pouvoir rentrer en fait. Et donc Sophie s'apprête tout simplement à partir, elle ne va pas rouspéter parce qu'elle ne comprend tout simplement pas. Elle est totalement dégoûtée et s'apprête à partir et se retourne. Au moment où Sophie s'apprête à partir, elle nous dit qu'un gars se met devant elle et fait la bise à ces fameux videurs comme s'il les connaissait super bien en leur disant « Vous inquiétez pas, elle est avec moi ». Donc là, Sophie, elle comprend directement que le mec essaye de l'aider, donc elle dit rien et elle le suit et elle arrive à rentrer dans cette fameuse soirée grâce à ce fameux mec que l'on appellera Thomas. Donc Sophie et Thomas se mettent à parler, Sophie remercie Thomas de l'avoir aidé. Thomas étant en 3e année a l'habitude de ces soirées, il lui explique qu'il lui est arrivé la même chose lorsqu'il était en première année et que du coup il se sentait un peu obligé d'aider Sophie. La soirée se passe, ils boivent plus ou moins d'alcool. Ils apprennent à se connaître, Sophie se fait également d'autres amis, donc c'est super, c'était l'objectif de la soirée. Seulement, arrivée à un stade avancé de la soirée, Sophie ne se sent pas très bien et elle nous explique que ce n'est pas comme si elle était totalement sous ou autre chose, si elle était totalement ivre, parce qu'elle a déjà été ivre, ça lui est déjà arrivé. Et elle dit que ce n'est pas cette sensation-là, comme si elle ne contrôlait plus ses faits et gestes et qu'elle ne se souvenait plus de ce qui venait de se passer quelques secondes à l'avance. Elle se sent vraiment pas du tout bien et elle est persuadée que ce n'est pas dû à l'alcool. Avant ça, Thomas et Sophie, bien évidemment, se sont rapprochés. Thomas est un peu insistant à l'égard de Sophie en lui demandant s'il veut qu'elle le raccompagne à son domicile afin que tout soit sûr et qu'il ne lui arrive rien du tout. Ou même que Sophie vienne dormir chez Thomas directement. Et il est très insistant, nous dit Sophie, à ce sujet-là. Elle ne sait pas du tout pourquoi, mais elle n'a pas du tout envie de dormir chez lui. Alors arrête Thomas, tu arrêtes. Les mecs comme ça qui forcent, stop, on arrête. En 2020, c'est fini ça. Bref, Sophie sent que ça ne va pas.
En même moment, Thomas n'arrête pas d'insister et elle dit à Thomas, écoute, je vais aller aux toilettes réfléchir et je reviens. Au moment où Sophie dit qu'elle va aux toilettes, en réalité, elle s'en va de la soirée et rentre le plus vite possible chez elle parce qu'elle trouve les intentions de Thomas pas très bien intentionnées et elle ne sait pas du tout ce que veut ce fameux Thomas finalement et pourquoi il insiste autant pour que Sophie dorme chez lui. Elle ne le sait pas du tout et elle ne veut pas le savoir et nous non plus, personne ne veut le savoir. Sophie arrive finalement chez elle et elle va se coucher et tout se finit bien. C'est faux, ça ne se finit pas comme ça, on aurait tous bien aimé, mais non. Au moment où Sophie arrive chez elle, dans son salon, elle allume la lumière, rien ne se passe, elle va se brosser les dents avant d'aller se coucher rapidement. Sophie préfère aller se coucher parce qu'elle nous explique qu'elle ne se sentait pas du tout bien et en plus il était super tard et le lendemain, le vendredi, en plus elle avait cours et elle ne voulait absolument pas louper les cours. Du coup, elle préfère aller se coucher. Au moment d'aller dans sa chambre, elle passe par le couloir et voit sur son balcon une ombre. L'ombre de qui? Elle allume et elle voit ce fameux Thomas sur son balcon, lui demandant pourquoi il ne l'a pas attendue et pourquoi elle est partie sans rien dire. Alors là, Sophie pète un câble dans sa tête mais fait comme si de rien n'était et demande tout simplement à Thomas comment il est arrivé là en étant totalement calme. Là, elle a été super intelligente, Sophie, c'est qu'elle a pas montré la panique et ça, c'est un truc de ouf. Sophie, totalement calme, demande à Thomas ce qu'il fait là et lui demande peut-être de partir. Thomas, pas du tout d'accord, lui dit de venir avec elle et il insiste de plus en plus. Donc là, Sophie commence vraiment à avoir peur et là, n'arrive plus à céder à la panique. Elle crie sur Thomas, elle hurle en lui demandant de partir totalement, vite, rapidement de chez elle parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi il insiste autant? Qu'est-ce qu'il veut de Sophie? On ne sait pas. Et au même moment, Thomas sort un couteau de sa veste, c'est ce que nous explique Sophie. Il sort un couteau de sa veste et menace Sophie en lui demandant absolument de le suivre chez lui. Évidemment, Sophie refuse totalement et continue de crier sur Thomas en lui disant qu'elle ne viendra pas chez lui. Et là, Thomas commence vraiment à s'énerver, à faire des grands gestes avec son couteau. Sophie prend hyper peur et commence à reculer. Et il dit cette fameuse phrase qui glacera le sang à vie de Sophie et qui m'a aussi glacé le sang et qui va vous faire totalement flipper. Il lui dit « Dépêche-toi, ne t'inquiète pas, ils vont t'adorer ». Oh my god! Mais de qui il parle, ce grand malade en fait? Donc là, Sophie comprend que là, ça va pas du tout. Elle hurle et au même moment où elle hurle encore plus fort de panique, elle entend frapper très fort à sa porte et cette fameuse phrase qui lui sauvera la vie « Police, ouvrez la porte ». Et c'était en réalité des voisins du bâtiment d'en face qui avaient vu Thomas escalader le premier étage afin de se rendre sur le balcon de Sophie, qui avait en fait appelé la police parce qu'elles avaient cru à un cambriolage. Et ils ont totalement bien fait en fait. Ils ont tout simplement sauvé la vie de Sophie. À ce moment-là, Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait signe à Sophie de se taire et de ne plus bouger. Sophie, elle en a rien à faire, elle est terrorisée, elle hurle et elle commence à courir et à traverser le couloir et à déverrouiller la porte. Les policiers entrent et là, Thomas s'était totalement enfui. Mais ils ont réussi à le rattraper quelques rues plus loin, nous explique Sophie, et ont réussi à enfermer ce fameux Thomas et ont procédé à une perquisition à son domicile, à son appartement, dans lequel ils ont retrouvé en face de son lit une caméra, ainsi que posé sur son lit des menottes, un couteau et des cordes. Mais what the fuck en fait là? Qu'est-ce que c'est que ces mecs? C'était un grand malade, qu'est-ce qu'il voulait faire avec Sophie? Sophie nous dit qu'aujourd'hui elle est totalement saine et sauve et que ce fameux Thomas est en prison, mais elle ne sait toujours pas ce qu'il voulait d'elle. Est-ce qu'il voulait peut-être lui faire du mal et filmer ça et l'envoyer à des gens parce qu'il avait dit « ils vont t'adorer » avec S au pluriel hein. De qui il parlait? Ils vont t'adorer. Il voulait torturer Sophie et la filmer, envoyer ça à des gens comme ça se fait sur le deep web ou le dark web. Qu'est-ce qu'il voulait faire ce fameux Thomas en fait? On ne sait pas et on ne saura jamais. Et c'est tant mieux, heureusement. Mais mille merci aux voisins de Sophie qui ont appelé la police car ça lui a tout simplement sauvé la vie. Ouh. Déjà là, cette première histoire, elle m'a... Moi quand je l'ai lu, j'étais pas bien. Il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus de sortie, là c'est fini. Hein. Du coup voilà, faites attention quand vous sortez. Tout le monde n'est pas porteur de très bonnes intentions. Faut pas devenir parano, mais quand même faire attention. On passe tout de suite à la deuxième histoire d'horreur qu'un abonné qui s'appelle Hugo m'a envoyé sur mon Instagram et que l'on appellera « Choisissez bien votre maison ». Donc Hugo nous explique qu'il vit dans une maison de campagne depuis maintenant 3 ans. Il vit avec ses parents, il est fils unique, il habite dans cette maison depuis 3 ans en tant que locataire et non propriétaire. Il nous explique que son père est très souvent muté à cause de son travail et du coup, de par ce fait, ils doivent très souvent changer de maison et donc de ville pour que son père puisse faire son travail, tout simplement. Comme ça arrive à des milliers de Français finalement. Mais ce qui lui arrive, c'est pas cool. Vous verrez. Donc il nous explique, il habite dans cette maison de campagne depuis 3 ans, rien de bizarre ou d'anormal ne s'est passé, jusqu'au jour où Hugo est tout seul chez lui le soir pendant que ses parents sont allés chez des amis.
Déjà mauvais bail, déjà très mauvais bail. Et il commence à entendre un fameux cliquetis. Il entend ce fameux bruit, il se dit que ça doit tout simplement être la machine à laver, le lave-vaisselle ou quelque chose comme ça, parce qu'il explique aussi que sa maison n'a pas été habitée avant eux depuis 30 ans et qu'il y a énormément de choses qui sont super vieilles et qui du coup fonctionnent très mal ou se cassent régulièrement, donc il est pas du tout inquiet. C'est déjà arrivé qu'il y ait des bruits plus ou moins étranges dans sa maison, mais c'était toujours soit à cause de sa machine à laver, soit de son lave-vaisselle, ou tout simplement son frigo qui fait également du bruit, il nous explique. Au bout d'une heure, ce cliquetis continue et Hugo se rend tout de même dans la cuisine afin de voir si c'est le frigo qui fait ce bruit, ou bien même la machine à laver, ou le lave-vaisselle. Il ne sait pas. Hugo regarde, il ne voit rien d'anormal, puis ses parents rentrent. Il finit par aller se coucher, monte dans sa chambre, et là, le cliquetis s'intensifie au moment où il entre dans sa chambre. Donc là, déjà, ça fait très peur. Là, moi, déjà, je suis pas bien à sa place. Mais Hugo n'est pas du tout paniqué, il nous explique qu'il croit pas du tout au paranormal à ce moment-là et que du coup, il reste super réaliste et essaye de trouver une explication totalement rationnelle en se persuadant que c'est soit sa machine à laver, son lave-vaisselle ou bien même son frigo. Hugo est super réaliste. J'aurais totalement flippé à sa place, je vous le dis. Le cliquetis s'arrête, Hugo peut enfin dormir, il n'est pas du tout inquiet, il dort. Le lendemain, c'est vendredi et en plus, c'est le vendredi des vacances de Noël. Donc, il mange avec ses parents, puis va jouer avec ses potes à Fortnite, il nous explique, comme 80% des jeunes aujourd'hui, et c'est la frappe, on va pas se mentir. Et finit par regarder un film aux alentours de 2-3 heures du matin dans son lit avant de dormir. Il profite, c'est les vacances, il n'y a plus école, donc tant mieux pour lui. Seulement, aux alentours de 3 heures du matin, Hugo recommence à entendre ce fameux cliquetis. Et il s'accentue de plus en plus fort. Alors là, Hugo est super agacé. Pour lui, la thèse du paranormal, impossible. Il n'y a pas de paranormal. C'est tout simplement quelque chose en bas qui fait ce bruit, une machine quelconque, il s'en fout. Donc Hugo, super agacé, prend son tel, met la lampe et descend. Il va voir, le cliquetis s'arrête. Au moment où il remonte dans sa chambre, il avait laissé son ordinateur avec le film allumé, il avait seulement mis pause. Au moment où il remonte dans sa chambre, le cliquetis recommence et s'intensifie. Et là, il retrouve son ordinateur totalement éteint. Alors que il nous explique qu'il avait bien mis à charger. Donc en plus, il était en train de charger et l'ordinateur s'est quand même éteint en plein film. Tout à fait normal. Hugo, ça va pas là. Hugo, là il faudrait peut-être s'inquiéter mon frérot, hein. Ça va pas du tout là. Hugo commence un petit peu à prendre peur et se demande si c'est pas une mauvaise blague peut-être de ses parents, mais il est 3 h du matin. Pourquoi ses parents lui feraient une blague de ce genre? C'est totalement impossible. Donc cette idée, il l'enlève très vite de sa tête. Et comme il veut pas inclure dans sa tête l'idée du paranormal, il comprend pas. Hugo nous explique en DM qu'il ne s'inquiète pas plus que ça à ce moment-là. Hugo, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour t'inquiéter en fait? C'est un malade Hugo. Hugo, c'est un ranger le mec. Bref, il retourne dans son lit et là le cliquetis s'intensifie de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et encore et encore. Hugo se retrouve totalement pris de panique d'un moment à l'autre car il sent quelque chose qui ne va pas dans sa chambre. Il dit qu'il n'arrive pas du tout à nous décrire cette sensation, mais il sent que ça ne va pas, il sent qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa chambre. En plus, Hugo, pour pas du tout se rassurer, dort les fenêtres ouvertes. On est en décembre, pourquoi tu ouvres ta fenêtre Hugo? Bref, au moment où Hugo sent cette sensation, sa fenêtre se claque et se referme, d'un coup, d'un seul. Oh là là, what the fuck. Là, Hugo commence vraiment à avoir peur, il continue, il avait remis son film, il regardait son film, même s'il était pris de panique, donc il était devant son écran comme ça, et d'un coup, il regarde sa fenêtre qui vient de se claquer, et là, que voit-il? Une ombre sur la fenêtre. Comme s'il y avait quelqu'un derrière la fenêtre. Hugo nous explique que ce n'est pas une ombre de la taille d'un homme ou d'une femme adulte, mais plutôt que c'est une petite ombre comme si un enfant était juste derrière sa fenêtre. Mais il n'y a pas de balcon et il est au premier étage, donc c'est strictement impossible que quelqu'un soit devant sa fenêtre. À ce moment-là, Hugo est pris de panique et il se met à crier le plus fort qu'il peut, et ses deux parents arrivent très vite dans sa chambre, et là, le cliquetis disparaît ainsi que l'ombre de l'enfant. Tout de suite après, Hugo raconte ça à ses parents qui ont du mal à le croire parce que c'est totalement ouf, mais veulent quand même croire leur fils car ils savent qu'ils n'auraient aucun intérêt à mentir là-dessus en réalité. Donc ils font leurs recherches et on parle même au propriétaire de ce fameux bruit du cliquetis quand le propriétaire, qui était d'un âge assez avancé déjà, leur explique pourquoi la maison n'avait pas été vendue ni louée depuis 30 ans avant la famille d'Hugo. Et en réalité, c'était parce qu'il y a eu une tragédie qui avait touché cette maison 30 ans auparavant, d'un homme qui était fou allié, totalement malade mental en fait, et qui est rentré chez lui d'un soir à l'autre, qui a tué sa femme et ses 3 enfants. Et tout le monde le savait, et c'est pour cela que personne ne voulait louer cette maison ou même l'acheter. Or, la famille d'Hugo, comme nous explique Hugo, il n'était pas du tout au courant parce qu'il venait d'arriver dans la ville pour le travail du père d'Hugo. Hugo, dans sa tête, il comprend directement, il se fait une hypothèse qu'il nous raconte ici dans l'histoire, et il nous explique que pour lui, l'ombre qu'il a vue, c'était tout simplement peut-être l'ombre d'un enfant qui a été assassiné, et peut-être qu'Hugo se trouvait dans sa chambre à ce moment-là, donc là ce serait totalement du paranormal, et que le fameux cliquetis ce serait tout simplement le bruit du jouet de l'enfant et qu'il voulait tout simplement peut-être jouer avec Hugo, on sait pas ce qu'il voulait.
Ah, c'est beaucoup trop creepy. C'est beaucoup trop creepy, j'ai beaucoup trop peur. Bref, en tout cas, aujourd'hui, Hugo nous dit qu'il a totalement déménagé, qu'il habite en plein centre-ville. Ce que je vous conseille, ne vivez pas dans les maisons de campagne, ça fait beaucoup trop flipper. Il nous explique que toute sa famille va bien et qu'il a déménagé depuis 2 ans. Tout est nickel. Donc, tant mieux Hugo. Mais il nous explique que tous les soirs, il ne peut pas s'empêcher de repenser à cette histoire avant de s'endormir et que ça le terrifie encore et encore. Et évidemment, maintenant, il croit au paranormal. Ah là là, c'est creepy! Ah, le paranormal, ça me terrifie. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous terrifie le plus entre les trucs creepy, genre les assassinats, ou alors les trucs paranormaux, possession. Moi, c'est très clairement paranormal, ça... Ah, ça me glace le sang. Mais nous n'en avons pas fini, parce que maintenant, nous allons passer à la 3e et dernière histoire d'horreur d'Amélie, que l'on nommera la course d'orientation la nuit. C'est pas ouf. Let's go. Donc Amélie nous explique qu'au moment où cette histoire lui arrive, elle a 12 ans et elle est scout. Comme beaucoup d'enfants sont scouts, en France ou dans d'autres pays. Un truc que font beaucoup les scouts, c'est qu'ils vont camper en forêt le week-end et organisent plusieurs jeux autour de ça avec des moniteurs. Donc Amélie est super contente d'aller dans son camp de scout ce week-end. Elle y arrive et le samedi soir, ils dorment, ils font un campement dans la forêt, à côté d'un petit village. Et là, ces moniteurs ont la bonne idée en pleine nuit d'organiser une course d'orientation afin de familiariser les scouts avec le milieu nocturne apparemment. Super idée les mecs, super idée. Amélie décide de créer un duo avec sa meilleure copine. Elles se mettent à 2 pour créer leur équipe et tenter de gagner cette course d'orientation et elles partent dans la forêt. Au bout d'une vingtaine de minutes, elles se rendent très clairement compte qu'elles sont perdues en plein milieu de la forêt, en pleine nuit, toutes seules. Alors là, elle commence à super flipper, la pote d'Amélie. Mais Amélie garde son calme. Déjà, Amélie, à 12 ans, la meuf, elle a plus de balls que moi. C'est bon ou pas? La meuf est super courageuse. Moi, j'aurais totalement flippé. Et elle dit un truc super intelligent qu'elle avait appris auparavant avec ses moniteurs scouts, c'est de trouver une route où il y a des voitures et de se mettre à côté et de la longer afin d'arriver au centre du village et finalement retrouver la civilisation et le campement. Donc, c'est ce qu'Amélie et sa pote font. Elle marche une trentaine de minutes, nous explique Amélie, avant d'entendre des bruits de voitures et de trouver une route. Elle marche sur cette route et ne voit personne pendant plusieurs minutes. Mais elle continue de marcher, ne s'inquiète pas, elle voit le village au loin et continue de marcher. Mais, à un moment, une voiture arrive, donc elle ne s'inquiète pas, elle se décale tout simplement sur le côté de la route afin de la laisser passer. Au moment où la voiture arrive au niveau d'Amélie et sa pote, elle ralentit et roule à la même allure qu'Amélie marche avec sa pote. Pour connaissance de cause, c'est beaucoup trop terrifiant. Est-ce que ça arrivait qu'à moi et Amélie? Je ne sais pas. Mais c'est totalement horrible. Amélie commence un petit peu à s'inquiéter et jette un petit regard afin de voir combien il y a de personnes dans cette voiture, qui fait ça, peut-être que c'est un moniteur qui les a retrouvés, elle ne sait pas. Et là, elle voit seulement une ombre parce que les phares l'éblouissent totalement, même si elle est sur le côté. Elle nous explique que dans la voiture, il fait totalement noir. La voiture éclaire seulement devant et pas à l'intérieur, évidemment, vu qu'elle a que les phares. Elle voit la silhouette d'une seule personne et c'est le conducteur, c'est tout. Donc elle continue de marcher, essaye de ne pas s'inquiéter, mais la voiture continue à les suivre et ce pendant plusieurs secondes. C'est terrifiant. Avant que cette fameuse silhouette sorte de la voiture, elle nous dit que c'était un vieil homme. Mais étant donné qu'à ce moment-là, elle avait 12 ans, quand t'as 12 ans, pour toi, un mec qui a 40 ans, c'est un vieil homme. Du coup, un homme d'un âge un petit peu avancé, on dira, s'approche vers elle et leur dit qu'il va les ramener au village puisqu'elles sont perdues. Donc là, à première vue, ça pourrait être trop cool. Mais Amélie se rappelle d'une des règles numéro 1 qu'elle a chez les scouts, de ne pas monter dans des véhicules des inconnus. Mais Amélie, elle est incroyable déjà, parce que moi je serais monté 1000 fois. Je serais découpé peut-être en fait. Et donc là, le vieil homme leur propose de les ramener. Amélie dit tout simplement non, ça va aller, on va marcher. Mais le vieil homme se montre de plus en plus insistant et leur dit de monter dans la voiture. Amélie et sa copine refusent encore une fois et lui demandent de partir. Le vieil homme là, il pète un câble. Il commence à crier et leur dire de monter dans la voiture. Au même moment, attrape le bras de la pote d'Amélie au moment où elles allaient partir en courant. Donc là, très clairement, il voulait tout simplement faire un kidnapping. Donc Amélie, qui a peur de se faire kidnapper, commence à crier le plus fort qu'elle peut pour essayer de faire du bruit et d'alerter le village qui est pas si loin, afin que peut-être quelqu'un vienne les aider et qu'elle se fasse pas kidnapper par un vieux pédophile ou je sais pas quoi là. Ah, je veux pas savoir. Et à ce moment-là, en contresens, une voiture arrive et s'arrête. Et là, un couple de jeunes sortent, de jeunes d'une trentaine d'années, nous explique Amélie, sortent. Et au même moment, le vieil homme lâche la pote d'Amélie, remonte dans sa voiture et part le plus vite possible. Et on n'en entendra plus jamais parler. Et le couple ramène Amélie et sa pote à leur fameux campement de scouts à côté du village. Wow! Qu'est-ce qu'il voulait, ce vieux dégueulasse en fait? Il voulait tout simplement kidnapper 2 jeunes filles. Mais pourquoi ça se passe toujours dans la campagne? Après ces 3 histoires, je pense très clairement que les sorties en forêt la nuit, c'est fini. Les sorties en boîte, quand on connaît pas, c'est fini. Et les maisons de campagne, n'y pense même pas mon pote. Voilà, c'était les 3 histoires d'horreur qui sont arrivées à vous les abonnés. Si vous aussi, vous avez des histoires d'horreur que vous voulez me raconter,
venez me le dire sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici. Venez tout me dire sur mon Instagram. Mes DM sont totalement ouverts. Vous pouvez même me dire en commentaire la thématique d'horreur qui vous fait le plus flipper, que ce soit du paranormal ou même les serial killers, les psychopathes ou je ne sais quoi, il y en a tellement des trucs. Voilà, si vous voulez une partie 3 des histoires d'horreur de mes abonnés, n'hésitez pas à lâcher un like. S'il y a autant d'engouement que lors de la première vidéo, évidemment je referai une partie 3, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir la notification et pas manquer la 3e vidéo sur les histoires d'horreur si j'en refais une. En tout cas, moi ça m'a grave fait plaisir de vous raconter ça, même si actuellement je ne dors plus, j'ai ultra peur à force de lire tous vos threads d'horreur. C'est pas grave, ça en vaut le coup si ça vous fait kiffer. En tout cas, moi je vous kiffe. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Matador. Ciao!